Ongi etorri Baigorriko plaza xokorat, oartzen ziresten bezala, aintzinalde hau urdinez jantzi dugu. Urdinez, ura bezala, bleu comme l'eau. C'est vrai que ces jours-ci, on la voit bien bleue, cette eau, mais elle est à l'épreuve du changement climatique. Donc on va en parler ce soir avec de nombreux invités. On sortira aussi de la salle par des images, on sera très pédagogique. Et j'espère que d'ici la fin de cette table ronde, on repartira d'ici en se disant qu'on a encore plein de choses à faire. Baigorrin gidenez, hitza eman behar dugu Jean-Michel Koskarat. Baigorriko auzapezari, un petit mot de bienvenue avec Jean-Michel Koskarat. Zuri hitza, Jean-Michel. Ongi etorri deneri, plazer dut zuen errezebitzea plaza xoko gela untan. Egungo gaia, ura dugu aipatuko iduriz suhurtzen ari zauku eta manera hortan behar dugu zerbait egin. Arriskueri buruz komunikatu behar dugu, adin guzietako herritarrak informatu behar ditugu, denek elgarrekin kontzientzia kolektibo hartzeko, beharrezko neurriak hartzeko eta uri gabeko aldiak gehiago ez ezagutzeko. Bienvenue à Baigorri pour l'ouverture de la semaine climat, afin de mettre en lumière les différents enjeux d'adaptation liés aux effets du changement climatique sur l'eau. Baigorri, qui vous accueille aujourd'hui, est une commune étendue, la 4e, je crois, de la communauté d'agglomération Pays Basque, en étendue de territoire avec 6 944 hectares. Après l'Arro, Saint-Angras et Hasparren, avec plus d'une centaine de kilomètres de voirie communale pour 1532 habitants. Elle vient d'être classée station touristique. L'économie de la commune, en plus du tourisme, était fortement liée à l'agriculture, à la pisciculture et à la viticulture. Nous avons un village vacances, 3 hôtels, 6 restaurants, un complexe sportif avec un stade de rugby, une piscine, un trinquet, un mur à gauche, et prochainement, nous aurons une salle de handball. Baigorri s'est engagé dans le pacte de métamorphose écologique et nous avons, sous le contrôle des sentinelles de Bissy, été primés en obtenant le papillon d'or pour le travail accompli à mi-mandat avec les communes les plus méritantes dans la course contre la montre face à l'urgence climatique. Quelques mesures qui nous ont valu cette reconnaissance, donc une limitation de la vitesse à 30 km dans le bourg, une voie réservée aux piétons et aux vélos sur un demi-kilomètre. Nous sommes partenaires de la communauté d'agglomération sur le programme ELENA. Nous pratiquons l'extinction nocturne de 23h à 6h du matin. Nous avons lancé une action participative à la chasse aux lampadaires inutiles. Nous avons réalisé un diagnostic agricole sur les fermes de la commune et nous voulons lancer un plan d'action pour accompagner les transmissions. Nous avons signé il y a quelques jours un contrat de développement des énergies renouvelables avec la communauté d'agglomération Pays Basque. La pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics est bien lancée. Nous prévoyons une couverture de 100% de consommation du patrimoine communal. Nous voulons également apporter notre soutien aux propriétaires de barrages hydroélectriques de la vallée. Nous sommes tous convaincus d'habiter un pays magnifique, attrayant, aux paysages merveilleux et aux couleurs verdoyantes. À certains moments, on entend des propos négatifs par les touristes venus découvrir notre territoire, critiquant la météo, mais c'est quand même elle qui contribue à la beauté des lieux. J'ai lu récemment que les Pyrénées-Atlantiques étaient premières dans le top 10 des départements les plus pluvieux de France, devant le Finistère et les Hautes-Pyrénées. Je n'oublierai jamais par contre les événements du 4 juillet 2014 avec une évacuation du camping municipal, heureusement par miracle sans victime. Nous avons dû réaliser de gros travaux sur les berges, sur les routes, ainsi que sur un certain nombre de ponts. Ces épisodes d'inondation qui se sont renouvelés en 2018, 2019 et surtout en décembre 2021 contrastent avec la sécheresse de l'été 2022 et de l'annonce d'une raréfaction des ressources en eau. Avec une actualité alarmante aux 4 coins de la planète, personne ne peut nier aujourd'hui qu'il est grand temps de réagir. Le réchauffement climatique a des effets directs et mesurables sur la ressource en eau. C'est le sujet qui sera abordé aujourd'hui. Je voudrais pour finir remercier en votre présence nos élus référents en matière de transition écologique et énergétique qui sont les locomotives de la commune sur toutes les démarches engagées. Et je les nomme là Hélène de Guiraud et Jean-Paul Bibès qui est ici présent. Donc je ne serai pas plus long, je vais vous souhaiter un moment riche en échanges. Merci de votre présence et excellente soirée à vous tous et toutes. Mile esker handi bat, Jean-Michel Koskarat.
uste dut Gaia untsa finkatu duzula. Merci beaucoup. Donc Jean-Michel Koskarat, je crois que la thématique est bien lancée. Martine Bizota, vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque en charge de la transition écologique et énergétique. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer cette table ronde, nous resituer la semaine climat dans la politique de transition menée par la CAPB? Pourquoi avoir choisi le thème de l'eau? Et peut-être aussi, en préambule, qu'est-ce que vous attendez de ce moment, de ce temps fort? Merci Mileshker. Bonsoir tout le monde, Rachel Deron-Derniri. D'abord, merci Monsieur le maire pour votre accueil dans cette salle magnifique qui sera bientôt bardée de panneaux photovoltaïques, on l'espère tous. Et pourquoi on a choisi le thème de l'eau? Il s'est imposé un petit peu à nous dans cette 3e édition. Déjà parce que l'année dernière, le Pays Basque a connu une période de sécheresse avec arrêtés préfectoraux, etc., toutes choses auxquelles nous étions un territoire moins habitué que d'autres. C'est vrai que les sécheresses, pour nous, c'est quelquefois dans d'autres continents, d'autres fois très loin, et en France, partout sauf ici. On arrive même à battre la Bretagne pour la pluviosité, donc on se sentait un peu hors tout ça. Et monsieur le directeur général des services, quelques mois avant l'arrêté de sécheresse, nous étions autour d'une table où, quand j'avais évoqué la possibilité de difficultés de l'eau en Pays Basque, on m'avait dit « Ouah, en Pays Basque, mais vous rêvez. Non, cauchemarde plutôt, parce que c'est là et c'est arrivé quelques mois après, comme quoi on peut être des grands sachants et pas voir forcément ce qui peut nous arriver. » Effectivement, la réalité nous rattrape bien plus vite que nous ne l'aurions imaginé. Et nous avons quand même tous collectivement ici, comme ailleurs, perdu pas mal de temps. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces échanges? Eh bien, comme toutes les autres années, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages et une possibilité, c'est un des axes politiques du plan climat, c'était de partager, de territorialiser, de dynamiser le territoire, parce qu'on n'arrivera pas à nos objectifs si nous ne le faisons pas collectivement. La communauté d'agglomération, dans tout ça, c'est peanuts, quoi. On ne représente pas grand-chose, et même si on est vertueux, ce que nous sommes, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, ça ne représentera pas grand-chose. On a besoin de cette dynamique collective, de cette envie commune, des associations, des citoyens. Et la semaine climat, c'est ça, à l'origine, c'est la volonté d'être partout représenté sur le territoire, que partout ça bouge, que partout on discute, que partout on échange, et que tout le monde se sente un peu concerné par le sujet, parce que tout le monde est concerné par le sujet. Comme chantait quelqu'un dont les plus jeunes peut-être ne connaissent pas toutes les paroles, c'est donner envie d'avoir envie. Voilà. Et le résultat, au fil des années, même dès la première année, ne s'est pas fait attendre, puisque nous sommes sur une centaine d'événements, alors conférences comme ce soir, expositions, travail avec les écoles, visites pédagogiques, enfin, voilà, un programme très varié sur les thèmes, sur les événements, mais aussi extrêmement bien répartis sur le territoire, et c'était vraiment le but du jeu. Voilà, alors, voilà, donc ce soir on commence par une conférence sur l'eau. Je vais laisser les intervenants qui ont beaucoup de choses à nous dire, et ensuite il y aura un échange avec la salle. Je veux simplement remercier les communes qui se sont extrêmement mobilisées cette année, les associations qui nous ont accompagnés, toutes les initiatives qu'il y a eu, qui sont en cours, merci à eux. Merci aussi aux services qui accompagnent fortement cette organisation, et sans qui on n'en serait pas là, et pas de cette façon. La direction de la communication, mais aussi effectivement la direction que j'ai l'honneur que j'ai en charge, le secrétariat général de la transition énergétique et de la planification écologique, et si vous me le permettez, plus particulièrement Audrey et Maïder, qui se sont donnés à fond pour que ce soit une réussite. Bonne soirée à tout le monde. Mileshker Handibat, Martine Bizota, merci beaucoup. Martine Bizota, donc
pour lancer cette semaine climat organisée par la communauté d'agglomération Pays Basque, une semaine qui durera, comme vous venez de le dire, une semaine, du 9 au 15 octobre 2023. Après avoir remercié nos deux élus, je vais demander aux 4 invités de se rapprocher de la table. Thierry Pigot, donc vous êtes enseignant-chercheur à l'UPPA et directeur de la Fédération de recherche milieux et ressources aquatiques sur la disponibilité de la ressource en eau au niveau global et plus particulièrement focus sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, à côté de vous viendra s'asseoir Maïtena Berouette, technicienne de la communauté Pays Basque, qui nous parlera de l'état de la ressource en eau au Pays Basque. Donc ici, on la connaît un peu plus, puisqu'elle est la locale du service. Tanguy Lemoyle, du Conservatoire des espaces naturels sur les enjeux de biodiversité des cours d'eau. Voilà. Et Véronique Mabrut, directrice territoriale de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui nous parlera aussi de tous les usages. Voilà. Alors, maintenant qu'on vous a présenté, et avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un petit micro-trottoir. Nous sommes allés dans la rue, au marché, à Quintau, on est allé à Barcus, on s'est promené, et on a tendu le micro en disant aux gens: qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit changement climatique et eau? On n'a pas dit autre chose, seulement ça, et on a recueilli de la parole. Donc, pour démarrer cette table ronde, allons les écouter. Tendez l'oreille. Uste dut garantzia handia dela, memento hontan mintzatzea hurrez kasaz. Zenta hurrik gabe bakizu ez da jendia ez kabaleak bizitzen ahal. Malgré mon jeune âge, je pense que quand même l'eau, ça reste un sujet assez important à aborder. Il y a de moins en moins d'eau dans certains pays, la fonte des glaciers qui va noyer certains pays, et on parle de ça un peu en géographie aussi, et c'est un sujet important à aborder. J'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui une alerte des infos qui disait que la plupart des nappes phréatiques en France, les 3/4, sont à des niveaux insuffisants. Alors ici on a de la chance, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'eau qui tombe. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais nous on habite aussi à Aix-en-Provence, Marseille, où on a énormément de restrictions, arrosage et tout ça, et y compris sur tout ce qui est douche, etc. On a des consignes d'économiser au maximum l'eau. Et puis bien sûr, il y a aussi les impacts sur le prix qui reviennent et qui nous sont directement imputés. L'eau, c'est la vie. Voilà, sans eau, pas de vie. Je pense que c'est le grand défi des années à venir. Il faut en prendre conscience. Il y a des pays où ils font la fête quand il pleut. Nous, on peut se réjouir d'avoir un climat plutôt clément. On a quand même de l'eau qui tombe ici, on ne souffre pas trop des sécheresses. Par contre, cette abondance, des fois, peut nous faire oublier qu'elle est rare. Pas chez nous, mais ailleurs, elle est rare. Donc, il faut essayer de changer les mentalités. Il faut essayer de changer nos habitudes. Voilà, il y a des choses qui sont évidentes. C'est ce qu'on a de plus précieux, en fait, avec l'oxygène. Kezkatuak zen eta ikusten delaik mundien zehar ze agitzen den eta ze itxezak dien, pentsatzen ahal da hebene izanen diela nuiz nahi. D'habitude, il pleut, au moins l'hiver et à la fonte des neiges. Et cette année, on est complètement déréglé. Le jour où on croit qu'au mois de mars, il fait beau, et total, il pleut au mois d'août, quoi. Voilà. Donc, mais à la limite, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu tard pour économiser l'eau, c'est peut-être un peu tard. Par contre, le fait de pouvoir le stocker comme ils font les bassines, etc. et tout, les gens s'opposent à ça. Et pourtant, c'est un bon principe, un principe de stockage pour économiser, au lieu de la perdre. Pour économiser, c'est un bon principe. On a la chance ici d'avoir beaucoup de pluie, mais c'est vrai qu'il y a des régions qui sont quand même beaucoup plus touchées par le manque d'eau. Et après, je pense qu'il faut un travail général. Et même nous ici, du coup, malgré la pluie abondante, il faut aussi que tout le monde travaille sur ça. Et voilà, il faut peut-être des remises en question. Heureusement qu'on a l'eau de la ville quand même. On est comme les autres. Non, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Moi, j'ai pas de problème d'eau. Allez, j'ai pas de problème d'eau, c'est tout.
Changement climatique, dérèglement climatique, moins de pluie dans la durée sur l'année avec des trombes d'eau à des moments donnés, ce qui est perceptible et visible maintenant et mesurable. Ces eaux de ruissellement qui, lors de pluies intenses, ont deux effets. Le premier, elles ne se pénètrent pas dans le sol, elles ne vont pas réalimenter les nappes phréatiques. Le second, elles entraînent les capes superficielles des cultures. Donc elles entraînent ce qu'on appelle un effet de latérisation, c'est-à-dire d'érosion de la surface. Voilà un effet des eaux trop importantes qui tombent en ce moment, des trombes d'eau, quoi. Alors, ça c'est un effet du changement climatique. Après, une réalité, c'est que nous ici, en Iparralde, nous avons finalement une quantité d'eau liée à la pluie qui est intéressante parce que bon an, mal an, on est moins touché que d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on est moins touché que d'autres qu'il ne faut pas faire attention à ce qui est consommé. L'été, on a un accroissement de la population phénoménal du tourisme qui entraîne des usages inhabituels de l'eau. Par exemple, sur les plages, gratuitement, on mettait à disposition des gens des douches et ils tiraient là-dessus à tir l'arigot. Et donc c'était un gaspillage phénoménal. L'accroissement, maintenant c'est fini, l'accroissement donc de la consommation d'eau pour les lessives, etc., etc. Bon, passons. Ce qui entraîne aussi une pollution des eaux parce que quand on fait une lessive, on rejette les phosphates. Donc tout le monde est responsable de rejeter les phosphates si on n'a pas de lessive bio, par exemple. Il faudrait absolument qu'on arrive à sauver notre eau parce que c'est hyper important. Et surtout qu'elle ne soit pas polluée. Lotxanuke gerla bat izatea hurraengatik, bena mono utopiko niz, ez zituzte gerla eginen dugula hurraentako, partekatzen heltsiko baikia, bena sigur beste herrialde zumaitetan hala egitzen dela eta ez gela hortaz osoki babestik. Revenons à Place à Choco, ici, à Baïgori, autour de cette table ronde. À vous la parole, Thierry Pigot. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation, des effets du changement climatique sur l'eau et peut-être plus précisément l'impact observé sur la ressource et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine? Merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, quand on parle de changement climatique, on parle bien sûr de réchauffement climatique. C'est maintenant bien acquis, on le vit au quotidien, même si il faut être prudent sur les périodes courtes, mais sur le long terme, on voit très clairement qu'il y a une augmentation de la température moyenne, du nombre de jours avec des températures au-dessus de 25 ou de 30 degrés. Les données sont maintenant très claires. Et cette augmentation de température, elle a un impact direct sur les précipitations et sur le mode de précipitation. Alors en fait, lorsqu'on regarde la quantité d'eau qui tombe, c'est difficile de donner une tendance, même si la baisse est quand même prévisible entre 10 et 15% d'ici 2050, mais c'est surtout le mode de précipitation qui évolue. Et en fait, ce qui va être très impacté, c'est ce qu'on appelle les pluies efficaces, c'est-à-dire les pluies qui vont être capables de recharger les nappes. Et ça, cette pluie efficace, elle va être de plus en plus, et la baisse va être très marquée d'ici 2050. Ça, c'est un point très important. Alors pourquoi cette baisse ? Bien parce que en fait, avec la hausse de la température, on va avoir une évapotranspiration plus importante. L'évapotranspiration, en fait, c'est toute l'eau qui est consommée par les plantes et qui va s'évaporer, d'autant plus de manière importante que la température s'élève. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, lorsqu'on regarde, donc il y a une étude qui a été faite par l'Agence de l'eau à la fin des années 2010, qui a un document qui est téléchargeable sur le site, que je vous donnerai en référence sur des diapositives qui illustreront peut-être mes propos. On voit que le sud-ouest, le grand sud-ouest, la région Aquitaine, est impactée de manière assez importante sur ces points-là. En termes de débit des cours d'eau, en termes de ressources en eau souterraine et en termes de zones humides. Donc ces trois finalement compartiments majeurs où se retrouve l'eau vont être impactés par ce réchauffement climatique. Un autre point également important, c'est que les débits diminuant dans le milieu, dans les cours d'eau, la capacité de dilution va être
moindre, et donc on aura un impact sur la qualité. Donc en fait, la quantité et la qualité sont intimement liées, puisque lorsqu'il y a moins d'eau dans le milieu, eh bien si on rejette la même quantité de polluants, finalement la concentration, c'est-à-dire la quantité de matière de polluants par unité de volume, va être plus importante. Et en fait, c'est ce paramètre-là qui est impactant pour la qualité du milieu et donc pour la biodiversité qui va s'y retrouver. Donc on voit finalement que l'impact du climat va jouer à la fois sur la quantité, sur le mode de recharge des nappes, les débits des cours d'eau, la capacité des zones humides à stocker cette eau, mais également sur la qualité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est ces points-là. Donc finalement, même si la quantité d'eau au global elle est relativement constante, le fait qu'elle va se retrouver dans le milieu de manière un petit peu différente va impacter à la fois les débits, les quantités d'eau disponibles souterraines et les zones tampons que peuvent constituer les zones humides. Voilà, donc après, je pense que je vais peut-être laisser la parole à Maïtena, qui va préciser les choses d'un point de vue du secteur dont elle a la charge au niveau local. Oui, vous pouvez prendre la parole. Peut-être des précisions sur ce que vient de dire Thierry Pigot, mais peut-être plus au niveau local, Galassi-Baïgori, ou un petit peu plus élargi peut-être, Maïtena Verrouet. Par rapport à ça, ce que je voulais maintenant vous expliquer, c'est la crise qu'on a pu connaître pendant la période de cette sécheresse-là. Donc on s'est retrouvé avec des problématiques de manque d'eau. Alors en premier lieu sur la partie des maisons qui vont être et des exploitations agricoles qui vont être situées de manière isolée. Donc ça, c'est déjà, on avait beaucoup d'exploitants agricoles ou de maisons individuelles qui nous contactaient en nous disant « il nous manque de l'eau, il faut que vous veniez nous voir » et ils n'étaient pas raccordés au réseau. Donc ça, c'est les premiers qui ont été touchés par le manque d'eau. Et ensuite, la deuxième problématique que l'on a eue, c'était les communes qui étaient isolées, qui n'avaient pas de maillage. Donc c'est surtout là qu'on a été embêtés avec Banca, OCES. On a eu également les Aldudes avec Esnassou. Et donc on a été obligés sur ces communes-là de citerner. Donc les citernages, ils ont constitué à mener par exemple sur OCES 700 cubes d'eau et sur Saint-Martin d'Arossa, on a mené 150 cubes d'eau à peu près. Et l'eau qui venait d'où? Donc c'était de l'eau qui venait essentiellement des Aldudes et qui venait aussi de Irisari. Donc à l'issue de cette crise-là qu'on a connue pendant la sécheresse, on a été obligé de s'interroger sur la manière dont on pouvait répondre techniquement sur la prise en main de notre compétence de l'eau et voir comment on pouvait travailler pour l'avenir. Et donc, on a, par exemple, envisagé des interconnexions. Donc, on a travaillé cet été notamment sur l'interconnexion entre OCES et Irisari. Et on a également travaillé sur une interconnexion entre Arossa et OCES, donc qui ont été faits entre cet été et cet automne. Les prochains travaux qui sont envisagés sont ceux sur, alors à moyen terme, sont l'amenée de l'eau depuis la vallée des Aldudes, puisqu'on a une source qui est très costaud sur la Bientouria, donc qui est entre Urepel et les Aldudes. Donc il s'agit de pouvoir envisager l'interconnexion de cette source vers Banca, mais également vers la vallée de Baïgori, les communes de Saint-Martin d'Arossa et Anox-Iroleki, éventuellement Bidaraï. Donc ce serait une manière de pouvoir sécuriser notre desserte et également mailler les secteurs de Ossibaré avec le secteur de Haïnis, anciennement Haïnis. Au-delà de ça, au-delà des interconnexions, ce qui peut être travaillé, c'est de sensibiliser davantage les enfants, donc les scolaires et les entreprises également, parce qu'elles peuvent avoir des actions majeures dans la préservation de la ressource, les habitants. On souhaite aussi pouvoir travailler sur tout ce qui est amélioration des rendements, pouvoir augmenter les compétences de notre service et continuer à le professionnaliser.
Il y a également un travail de renouvellement des réseaux à avoir de manière plus pertinente avec un axe qui soit donné sur les secteurs fuyards. Donc ça allait faire du renouvellement, mais là où on va avoir des fuites et continuer d'interconnecter donc les réseaux. Il y a des réseaux aussi qui sont un peu vétustes, où l'eau s'échappe. Fuyard, je pense que c'est ça que vous avez derrière. C'est ça que je voulais dire. Voilà, oui, je pense. Fuyard, exactement. Ce sont des réseaux où on va aller faire du renouvellement parce que l'on sait qu'on a un certain volume de fuite sur ces secteurs-là. Mais est-ce qu'on peut se dire, bon, cette année, on a eu quand même un peu de la chance d'avoir de l'eau ici, localement, mais est-ce qu'on peut se dire qu'à court, moyen terme, on va manquer d'eau ? Parce que c'est ça la question. Oui, peut-être Thierry, vous pouvez répondre. En fait, je pense qu'il faut... Non, je pense pas qu'à moyen terme, on manque d'eau. Par contre, ce qu'il faut bien imaginer, c'est une solidarité entre les différentes communes, différentes parties du territoire. Et c'est là où l'interconnexion est très, très importante. Parce qu'on s'est rendu compte en 2022 que le manque d'eau pouvait intervenir. Donc à partir de là, de l'eau en quantité, vraisemblablement qu'on en a suffisamment. Simplement, il faut s'assurer une solidarité entre les territoires et donc travailler sur à la fois l'amélioration des rendements, l'interconnexion et puis évidemment la sobriété qui est valable à la fois pour l'énergie mais aussi pour l'eau. Peut-être Maïtena quand même nous préciser, parce qu'on se dit que pour faire tous ces travaux, ce suivi, c'est tellement un chantier énorme. Au niveau de la communauté d'agglomération, qui c'est qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi là un peu la structuration? Juste nous dire un petit peu deux mots. On a bien compris qu'il y avait tous les secteurs et tout ça, mais peut-être au niveau moins de l'eau potable et tout ça, qui c'est qu'il y a derrière pour qu'on sache, nous citoyens, qui c'est qu'il y a derrière qui travaille? Il y a plusieurs compétences qui sont réparties en direction. Donc et dans cette direction, on va retrouver la direction exploitation et régie. C'est celle qui est peut-être sur cette thématique de l'eau potable la plus proche du territoire. C'est là que l'on retrouve les secteurs, puisqu'on en a 7 sur notre territoire. Et donc... Sur notre secteur ici, Garassi-Baïgori, on a 16 agents qui travaillent au quotidien avec 7 agents d'exploitation, puisqu'on a un territoire qui fonctionne en régie. Donc une régie qui va être directe. Alors la régie, c'est lorsque c'est la communauté d'agglomération qui va facturer ses abonnés. Et donc, la régie directe, c'est quand la communauté d'agglomération va également avoir du personnel qui se déploie pour pouvoir effectuer donc à la fois les astreintes, les réparations de fuite, tout ce qui est travaux de branchement neuf et gérer l'ensemble des ouvrages du territoire. Donc, nous avons ce fonctionnement sur 27 de nos 43 communes et les restes étant avec une prestation de service et donc un appui d'une entreprise privée. Oui, ça fait du monde tout ça, mais il faut. Et peut-être juste un petit mot, parce que j'ai découvert en préparant cette table ronde aussi, que la communauté d'agglomération Pays Basque avait mis en place un baromètre pour suivre un peu la situation de l'eau. Et je trouve que c'est intéressant que ici les gens le sachent aussi. Oui, donc le baromètre de l'eau, on peut le consulter sur le site internet de la CAPB. Il s'agit donc de capteurs qui sont présents sur 4 cours d'eau du Pays Basque. Donc on retrouve la Nive au niveau de Cambo, la Nive de Baïgori. On va retrouver aussi le Saison sur Moléon et la Nivelle à Cherchebruy. Et donc au travers de ces capteurs, on arrive à enregistrer le niveau de l'eau de manière hebdomadaire. Et ça permet pour les usagers de savoir quel est l'état du cours d'eau presque en temps réel. Et donc sur le site de la communauté d'agglomération, vous trouvez les éco-gestes qu'il faut adopter pour pouvoir adapter la consommation de l'eau en fonction de l'état des cours d'eau. C'est intéressant, surtout que ces jours-ci, on reçoit les factures d'eau, donc de comprendre tout ça derrière, je trouve que c'est important, c'est bien pédagogique. Donc, pour continuer, et avant de donner la parole aux 2 autres invités, je vous propose d'aller à Gothin-Libarenx à la rencontre de Christine Etchegoyen, qui est gérante de petites centrales hydroélectriques, et on trouvait que son témoignage aussi était intéressant au cœur de cette thématique.
sur le site de la petite centrale hydroélectrique de Libarinx, un site qui était un ancien moulin transformé en 1907 en centrale hydroélectrique, optimisé en 1960. Elle couvre les besoins de 45% du village de Gottin-Libarinx. Ça représente à peu près 1 million de kilowattheures par an. Ici, on a l'illustration de la flexibilité de la petite centrale hydroélectrique. Dès qu'on a eu au mois d'août, on n'avait pas d'eau et d'un coup, on a eu de beaux orages et la centrale s'est automatiquement démarrée en soirée dès que l'eau est arrivée. Donc c'est une énergie qui a plus de 150 ans, bien maîtrisée, renouvelable parce qu'on utilise l'eau, le cycle naturel de l'eau et on ne consomme pas d'eau, on restitue entièrement toute l'eau qu'on prend sans la réchauffer, sans la polluer. La production hydroélectrique du Pays Basque couvre 7% de la consommation du Pays Basque. Et on a un potentiel de développement de plus de 63%. De cette vue ici, vous avez l'ensemble de la machine, avec la turbine qui est sous nos pieds, qu'on ne voit pas puisqu'elle est dans l'eau, le multiplicateur, le générateur, le contacteur, et tous les paramètres qu'on surveille pour l'exploitation. Dans le passé, on a déjà eu des périodes de sécheresse marquées. Il faut imaginer qu'il y a des sécheresses ou des étiages pendant l'été, mais il ne faut pas oublier les étiages hivernaux. Et en particulier cette année, ce qui est le plus marquant pour nous, c'est l'étiage du mois de février, où on a eu très peu d'eau pour cette période-là. L'année dernière, 2022, a été une année plus exceptionnelle parce que l'étiage a été beaucoup plus marqué. On est descendu à moins d'1 mètre cube seconde dans le saison, alors que le débit moyen est de 22 mètres cubes seconde. Et que ça a été assez exceptionnel en termes de baisse de débit et de durée de la période d'étiage. Nos ouvrages permettent de maintenir une cote de plan d'eau qui permet d'une part aux poissons d'avoir une zone de refuge avec suffisamment de profondeur pour aller chercher l'eau fraîche et dans des zones aussi comme le canal privé où ils ne craignent pas la prédation. Et puis vous avez en amont, juste en amont de ce barrage, le parcours de santé de Libarinx où les gens viennent se rafraîchir et se baigner. Et c'est pareil, la retenue permet de laisser dans la rivière une certaine profondeur d'eau. S'il n'y a pas de débit, on a quand même de la profondeur d'eau grâce au barrage. Et en troisième point, cet ouvrage permet l'alimentation de la nappe phréatique de Libarinx. Et cette nappe phréatique alimente la ville de Mauléon. Donc un ouvrage est multi-usage. Là, vous avez la rampe à kayak qui sert également à certains poissons migrateurs pour franchir l'ouvrage. Bon, certains passent aussi directement à la montaison comme à la dévalaison par le débit d'attrait, qui est l'échancrure sur le barrage. Et ici, vous avez la vue d'une passe à poissons à bassins successifs. Et donc les poissons sautent de bassin en bassin. Et l'âge de nos installations prouve qu'il y a compatibilité entre hydroélectricité et préservation environnementale. Autre point, c'est l'enneigement. On est sensible à l'enneigement des montagnes qui est notre stock d'énergie au printemps. Et c'est sûr que le changement climatique risque de faire diminuer cet enneigement. Qu'au Pays Basque, c'est un peu limite, mais ça vaut plus pour les Pyrénées centrales. Là, encore une fois, je pense que les petites centrales sont en capacité de s'adapter. Le tout, c'est qu'on nous laisse de la souplesse dans l'exploitation, peut-être suréquiper un petit peu nos turbines pour pouvoir prendre plus d'eau quand il y en a, et quand il y a un peu moins d'eau, ajuster au strict nécessaire le débit qu'il faut laisser à la rivière pour favoriser la production de cette énergie qui ne dégage pas de gaz à effet de serre, qui est une énergie renouvelable et qui est produite localement et consommée localement. Donc il y a vraiment du sens aussi pour le climat d'avoir cette production d'énergie sur notre territoire. Merci à Christine Etchegoyen, ici présente, d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'être très explicite, très pédagogique. Maïtena Berouet disait que c'était aussi le rôle de la communauté d'agglomération de faire de la pédagogie auprès des enfants, des adultes, de nous tous, de tous les citoyens. Et Christine nous disait aussi qu'elle recevait beaucoup de monde au sein de la centrale hydroélectrique. Tanguy Lemoyle, je vous ai vu prendre quelques notes. Peut-être réagir d'abord sur ce petit reportage comme ça, chaud?
À chaud comme ça. Bonjour tout le monde et merci pour l'accueil. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites dans le reportage, pour avoir déjà échangé avec plusieurs personnes qui sont investies dans les projets d'énergie renouvelable et notamment d'hydroélectricité. Alors d'abord, pour me présenter, moi je suis salarié d'une association qui vise à la préservation des milieux naturels, pour résumer. Et en fait, voilà, on voit bien, et puis je trouve que c'est très bien expliqué dans le reportage, la nécessaire prise en compte, notamment là en l'occurrence des poissons migrateurs en dévalaison et montaison, puisque on fait partie des territoires qui ont la chance d'accueillir encore, mais on ne sait pas pour combien de temps, des poissons migrateurs comme les saumons, truites de mer, anguilles à l'ose et tout. Et donc on voit à la fois il y a évidemment les contraintes réglementaires auxquelles sont confrontés les exploitants, mais aussi les aménagements qui peuvent être mis en place. Donc évidemment tout ça n'est pas sans poser des problèmes pour les gens qui travaillent dessus. C'est important d'avoir en tête aussi que malgré les actions qui peuvent être conduites, donc là c'est une forme d'adaptation d'un ouvrage existant, il faut avoir en tête que malgré ces actions-là, il faudrait conduire en fait des actions beaucoup plus globales à l'échelle des populations, des bassins, pour avoir une action réellement efficace sur ces populations qui sont toutes en fait dans un état de conservation désastreux. J'ai pas forcément la casquette du colporteur de bonnes nouvelles pour parler biodiversité. En général, c'est pas Jojo. Et évidemment, les poissons migrateurs font pas exception à ça. Le saumon, l'anguille et les lamproies, par exemple, sont des espèces qui sont en déclin avéré et important. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler en gros de la source à l'estuaire incluant les activités marines sur la préservation de ces espèces. Mais en fait là, par rapport au sujet du jour, il y a en fait deux éléments qui s'entrechoquent, à la fois les effets du changement climatique et la notion de continuité écologique. Là, c'est surtout des éléments liés à la continuité écologique qui sont évoqués. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais je vais peut-être pas non plus trop en parler. Ça peut être l'occasion d'une autre table ronde. Mais si on veut maintenir du vivant dans les rivières, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, le constat, parce qu'il faut avoir des éléments de constat en tête. Ça va pas forcément bien et à différentes échelles. Donc là, on a parlé des migrateurs amphicéliens, donc qui utilisent pour partie la mer, pour partie la rivière, et certains jusqu'à des secteurs proches de sources. Et par exemple, les changements climatiques, sur un cours d'eau dans lequel il y a une continuité écologique, les changements climatiques, ils ont pour effet, l'augmentation de température a pour effet de décaler, par exemple, les habitats de certains poissons. Et par exemple, plutôt que de se reproduire à telle altitude, ils vont monter pour avoir des eaux plus fraîches et plus oxygénées. Et donc, évidemment, il y a des questions qui vont se transposer sur d'autres tronçons du cours d'eau, et donc amenant des réflexions qui, jusque-là, se posaient pas dans ces secteurs. Et les démarches de conservation doivent vraiment se faire à l'échelle de les milieux utilisés par une population de poissons, et pas uniquement sur des ouvrages, pas uniquement sur les secteurs où on a l'habitude de les voir. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, puisque les solutions qui peuvent être trouvées sont forcément, pour être efficaces, doivent être forcément globales sur les milieux. Et j'avais préparé quelques petits documents, notamment des vidéos, pour évoquer le cas du dessement des Pyrénées, parce que là, les migrateurs, donc ça fait partie vraiment du patrimoine local. Il y a peu de régions comme la nôtre, enfin d'endroits comme la nôtre qui accueille autant de migrateurs. Et donc le dessement des Pyrénées lui fait des migrations un petit peu plus courtes. Donc c'est la petite bestiole que vous voyez. Donc le dessement, c'est une espèce qui est endémique, on trouve que dans le massif des Pyrénées. Et son autre nom, c'est le rat trompette. En fait, il a une espèce de petite trompe très sensitive, mobile et préhensile. Il attrape ses proies avec, dans des espèces dont vous pouvez laisser l'image, tant qu'à faire. Et donc il attrape des petits invertébrés. Et c'est une espèce qui est encore, bien que depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a quelques études qui soient conduites dessus, qui est encore très peu connue. Et en fait, on connaît assez peu à la fois sa durée de vie, ses modalités de reproduction, son habitat, sa sensibilité à tel ou tel facteur. Et donc le dessement, par exemple, il est aussi impacté à la fois par la continuité écologique qu'on a évoquée tout à l'heure et les changements climatiques. Par exemple, il y a des travaux assez importants qui ont été conduits sur toutes les Pyrénées par les collègues des conservatoires d'Occitanie et puis de Nouvelle-Aquitaine pour essayer de mettre en place des suivis et une réflexion sur l'impact de l'hydroélectricité sur cet habitat, sur cette espèce. Et il y a une thèse là qui est en cours et qui devrait aboutir fin 2025 pour apporter des éléments de connaissance. Et d'ores et déjà, il y a de fortes chances que les seuils réglementaires qui s'imposent aujourd'hui
on se rende compte qu'il soit assez insuffisant par rapport à la conservation de cette espèce. Et évidemment, si on perd cette espèce endémique des Pyrénées, ce serait quand même assez triste. Alors évidemment, ce qu'il faut aussi avoir en tête pour la conservation de toutes ces espèces-là, que ce soit poissons, insectes, mammifères et tout, leur déclin, il est généralisé, c'est même plus une érosion de biodiversité, c'est un effondrement, c'est vraiment le terme qui convient. C'est pas complètement cuit quand même, mais il faut avoir en tête le constat. Les causes de régression sont à peu près toutes multifactorielles. Le décement, il y a à la fois l'équipement des cours d'eau, le réchauffement climatique, les pollutions. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte, tous ajoutant une petite pierre finalement dans le petit sac du décement qui s'alourdit au point qu'il se noie. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très important à avoir en tête puisqu'il faut traiter finalement, si on veut au moins stabiliser la situation, voire restaurer certaines populations, résoudre au moins chacun des problèmes, enfin en tout cas prendre de front chacun des problèmes. Alors il y en a certains qui sont plus compliqués à résoudre que d'autres, il y en a certains qui se gèrent par des aspects réglementaires, d'autres par des aspects plutôt de concertation, de sensibilisation. En fait, c'est toutes ces dimensions-là qui sont nécessaires à mettre en œuvre dans des démarches de conservation. Autre chose à rajouter ou on reviendra un peu sur d'autres points autour de la biodiversité un peu après peut-être ? Oui, tout à fait. Peut-être un peu après, on va pour continuer. Peut-être un autre exemple. Voilà, il me semblait, c'est pour ça. Un autre exemple, parce que là, j'ai cité le décement, qui est une espèce endémique des Pyrénées. On a aussi encore une population qui est en sursis dans le Pays Basque de moules perlières. Donc, c'est les moules d'eau douce. Qui sont des organismes aussi qui ont une biologie très particulière, qui vivent cachés dans le substrat. Et en fait, il y avait autrefois sur les cours d'eau, sur des socles cristallins, donc des granites, des choses comme ça. Il y en a en Bretagne, il y en a en Aubrac, Massif central. Et en Pays Basque, il restait une seule station connue sur la Nivelle. Et en fait, on a travaillé un petit peu sur cette espèce, donc à plusieurs structures, avec la Fédération de pêche, le conservatoire, l'agglomération, pour essayer de mieux comprendre, en gros, qu'est-ce qui faisait que cette espèce était encore là et comment est-ce qu'on pouvait la préserver. On s'est rendu compte qu'en fait, l'augmentation des températures de la Nivelle, avec par exemple des fois des pics à 25-26 degrés dès le début de la matinée dans les cours d'eau, était finalement létaux, donc mortels, pour des larves de cette espèce. Et cette température-là annihilait la capacité de se reproduire pour cette moule. Il faut savoir que c'est une moule qui peut vivre 150 ans. Donc voilà, ça vit plus longtemps que nous tous. Ça ne se reproduit qu'à partir de 15 ans et c'est très sensible à toute modification à la fois de température et de charge en phosphore, notamment azote aussi, et évidemment à tout type de pollution. Donc c'est des formes de sentinelles et quand on voit l'état dans lequel elles se situent, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de se réjouir. Et encore une fois, on voit bien que c'est des éléments multifactoriels. Et pour ajouter encore une couche, cette espèce, pour se reproduire, nécessite que ces larves se fixent sur les branchies des salmonidés, donc les saumons, les truites, qui eux-mêmes se portent très très mal sur les cours d'eau de la Nivelle. Et donc là encore, les solutions, elles sont multiples. Elles sont d'intervenir à la fois sur les stations, donc les zones de présence, s'assurer que les températures n'augmentent pas. Donc par exemple en restaurant des ripisylves, des boisements de bord de cours d'eau pour maintenir une fraîcheur, une oxygénation. Travailler aussi à l'échelle des populations des poissons hôtes, donc les poissons qui hébergent les larves, donc intervenir sur la surpêche, notamment du saumon, intervenir sur la qualité de l'eau, donc l'ensemble des effluents qui au final arrivent dans la rivière. Et en fait, voilà, sauver cette moule, ça nécessite finalement que tout le monde s'en occupe de la source jusqu'à l'estuaire, en l'occurrence jusqu'à la baie de Saint-Jean-de-Luz. Merci Tanguy pour ces précisions. Peut-être qu'on aura des réactions aussi dans le public tout à l'heure sur ces questions de biodiversité. On va regarder 2 petits reportages pour continuer autour de l'agriculture qui montrent comment le secteur économique s'adapte aussi à la fois pour préserver la qualité de l'eau mais aussi pour économiser la ressource. Alors le premier nous amène à Barcus, où nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs. Je n'en dis pas un peu plus. Regardez le petit reportage. Markosen Dütze, eta hemen batzuk ardik eta behik, ardik manesak, eta behik blunda eta limuzino somait. Hiugu Dütze, ni eta txegandeia, eta aurten semia instalatuik, apilan. Badit berroita hamar bat hektara. Berroita hamar baita badit 6 hektara hartu,
Pintzak xantza duzuk hurra minio bitugu otan. Guk etxenko hurra oro baduzuk, bai etxen eta kabalentako nigian baduzuk. Udan apurtzen duz minio bat, baina beti txigitzen dizi guan oza. Ian urtin idortiek izanik beti inkaat eman dizie. Kabalik lehen jutzen zututzen errekahoietat edatea. Errekahoietat jasten zutzen eta bastera koro nabazi lehertzen zizitzen hur junge hoietat. Fein bide bat egiten goa. Urdin pintza korrexen ekatzen. Eta urdin zerratu tutzuk hurak zea koro. Klustularte tutzuk. Eta abonatu tutz bovein reusir. Eta sistema hoi ikusi duzuk zentako, kabalentako nula eta nastan halguntin errekala jung sartu gabe. Pumpa duz marxatzen eki, fein pano solera, deitzen dena. Pumpa hartai baduzu tio bat errekalat, eta pano solera horrek motor bat marxan zaten dize, eta horrek tiatzen dize errekatik pumpalat, eta pumpa horrek horten dize ara hurtio zeila kuvalat. Bena bariz hartako hurra eta ekia. La lumière. Lehen tona hoiki despasatzen guntutzen han hor pintze hoietat hurra zarteko. Bersisen usu despazio usu bete. Alles horreki bea tusokupate beharik. Bea zatun ze marxan, justen den bezala. Baduzu sistema bat floteur bat haik partiazten dize motura eta betatzen dize. Sistema horreki hoan despasatzen duzugu iten tugulaik floteur eta padokren haba dugu ardien u behien, tako. Etzako zoi despasatzen duzugu metra rintxigo hola. Eta han berzein zaten duzugu hurro, fein bariz hurro beti gunin. Kabili egarri delaik, hurra atzamaiten dize fein. Beti xahunki edaten dize. Aliz errekala juten txelai, beti hurra teutzen zizien. Eta besti hor zelek ondotik, zizien edaten, zikineko edaten zizien. Aliz hor xahunki beti edaten dize. Laboa izatez, hurra xare portet duzu, bai jententako, eta bai kabalentako bai, eta izan edin autonome, eta xahunki edan dezen. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs ici, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les bêtes qui vont directement à la rivière, dans beaucoup d'endroits, et donc ça, c'est peut-être un système à faire connaître. Après, en discutant avec l'agriculteur, j'ai compris que c'était un investissement de 1 500 € à peu près pour avoir l'ensemble. Et voilà, il réfléchissait peut-être à en avoir un deuxième. Mais en tout cas, toutes les bêtes allaient boire directement dans ce bac. On va rester dans le domaine de l'agriculture avec un deuxième reportage, mais cette fois-ci en maraîchage. On est allé sur la ferme Garrois à Mendionde. Baratzegintzan ura beharrezkoa da, urik gabe ez dira baratzekariak ekoizten ahal, eta 10 urte horietan konturatu gira, orokorki egia da, euri gutxio bakinuela, eta euria ez dela berdin banatua urtean zehar, izaiten aldira uda biziki edorrak, eta guk gure neguko baratzekari guziak udan ekoizten ditugu, baina ere konturatzen gira batzutan euri biziki bortitzak eta ura kantitate handian heldu dela. Gure txaldea Lekornen kokatzen da, Garroko herriko etxeko lujetan. 2011an hasi ginen, hemen baratzegintza egiten. Orain 5 langile gira, 6 sasoinan.
eta gure lujak biologikoan lantzen ditugu, baratzekariak, arbol fruitu zonbaitzu eta landare tipi tailer bat ere badugu. Orain arte, lortzen ginuen euria eta sareko uraren artean pixkat oreka bat egitea gure baratzekarien ureztatzeko, orain ez da gehiago posible edo zaila da. Beraz, behar ditugu atera bideak atseman, sareko ura gutio erabiliz, denekin partekatu beharko dugulako ere, eta behar bada euriko ururiek bilduz edo atxikiz hor direlarik eta udan edo behar direlarik berriz baliatzeko. Bada urte batzu hortan girela, gogoetatzen dugula hori, eta hor ganden urtean zinez konturatu gira zerbait hor behar gineola zerbait egin. Gauza da inbertsione handiak direla, ekipamendu horiek gero amortizatzen dira, baina egin behar direlarik dirua initz behar dela, eta gure etxaldeak baratzegintzan urte zailak ukan ditugu, eta ez ditugula baitez bada inbertsione hori egiteko gaitasunak. Gure baratzekarien ureztatzeko, sareko ura ez balimadu baliatu nahi, aterabide desberdinak badira, euriko ura bildu, bastimenduetan erortzen dena, edo gure ahoiletan erortzen dena bildu, putzu batean atxikiz, edo badira beste aterabide batzu, forrajak egin, guk gauza desberdinak aztertu ditugu, eta behar bada, hartuko dugun lehen bidea izanen da gure bastimenduetan eta negutegietan erortzen diren ur guzi horiek biltzea eta putzu batean atxikitzea. Ur hori behar da garbi egon, beraz badira sistema batzu ur hori garbi egoiteko, eta gero pompa edo sistema batzuekin indarra behar da berriz gure pentsetara igortzeko. Zerbaiten hastapenean gira. Eta momentuko bakoitzak bere xokoan edo aipatzen ditugu egiten ditugunak, baina ez da momentuko oino deus estrukturatua. Niretzat teknika hobetzeko, eksperimentazioa egiteko, alde guzi horiek ez ditugu oino aski garatzen. Voilà, il y a du travail à faire. Alors, je me tourne vers vous, Véronique Mabrut de l'Agence de l'eau. Peut-être en réaction aux deux reportages que l'on vient de voir, et comment sensibiliser les citoyens pour faire mieux. Je pense qu'on a chacun de nous un rôle à jouer. Oui. Je pense. Alors, je voulais réagir, bonjour à tous. Donc, je représente l'Agence de l'eau à Haut-Garonne. Peut-être 2-3 mots sur cette structure qui travaille sur le Grand Sud-Ouest, puisqu'on n'est ni départementalisé, mais on est bien à l'échelle des bassins versants. Et puis peut-être, pour vous impliquer encore plus dans ce que l'on fait, vous avez en tête que l'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État qui collecte des redevances auprès de chaque usager de l'eau sur le principe pollueur-payeur ou usager-payeur. Donc, vous tous ici dans la salle payez une redevance à l'Agence de l'eau, et l'objectif c'est qu'avec ces redevances, l'agence puisse accompagner des projets vertueux qui vont permettre de préserver les milieux aquatiques et l'eau potable, pour le faire un peu raccourci. Donc voilà à quoi servent ces redevances. Donc c'est important de voir comment on peut accompagner tous les projets. Alors moi, peut-être une première réaction sur le premier film là. Je ne sais pas si vous les aviez choisis, mais finalement on a le panel de l'habitant qui est déjà bien informé, qui aurait pu nous remplacer, Thierry, ici à la tribune, parce qu'il nous a expliqué plein de choses. Et puis il y a eu jusqu'à l'autre, le grand écart, avec celui qui dit de l'eau, mais je ne manque pas d'eau, moi, je ne sais pas quoi vous dire, finalement j'en ai, ça ne me préoccupe pas. Donc c'est encore ces situations-là
qu'il faut examiner. Et quand on a élaboré le plan d'adaptation au changement climatique, c'était en 2018. Donc un document qui, comme le vôtre, plan d'adaptation, est formalisé avec, je pense, 130 mesures. Je me rappelle que le président du comité de bassin, qui était alors Martin Malvy, disait « Mais moi, le point le plus important, c'est l'éveil des consciences. Aujourd'hui, il faut qu'on remplisse des universités pour expliquer qu'est-ce que le changement climatique et quelles sont les conséquences. Et nous, notre cheval de bataille, c'est pas l'atténuation, mais c'est bien l'adaptation au changement climatique. » Donc cet événement-là contribue à acculturer les populations, les gens, à créer de vrais relais pour que demain, chacun d'entre nous comprenne mieux ces phénomènes, puisse expliquer des actions concrètes à mettre en place sur le terrain. Donc je peux que féliciter les organisateurs et l'agglomération pour l'organisation de ce moment-là. Parce que des moments, l'agence accompagne également des actions de sensibilisation. Donc on n'est jamais maître d'ouvrage parce qu'on ne connaît pas aussi bien le territoire que les gens qui vont intervenir sur ce territoire et qui maîtrisent bien à la fois la géographie, l'hydrographie et puis la sociologie de ce territoire. Donc c'est bien comme ça qu'on intervient, en donnant le petit coup de pouce financier qui va faire que d'une opération qui aurait peut-être un peu vivoté, avec quelques sous de plus, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et c'est bien là notre objectif. Donc aujourd'hui, je disais, on multiplie ces événements-là et c'est un peu épuisant, hein, je veux dire. Je crois que ce mois d'octobre, j'ai été mandatée dans peut-être 10 ou 12 réunions sur ces aspects de l'eau. Donc on voit monter en puissance cette préoccupation sur les enjeux de l'eau. C'est peut-être, c'est le moment, hein, je vais dire, c'est jamais trop tard, mais on aurait pu peut-être s'en occuper beaucoup plus tôt. Parce que l'eau, aujourd'hui, ce que l'on s'aperçoit, c'est que c'est quand même un facteur discriminant de l'aménagement et du développement de nos territoires. Hier, on pouvait parler aménagement, on pouvait parler SCOT, on pouvait parler PLUI, sans jamais évoquer le point de l'eau. On pensait que ça coulait de source, excusez-moi l'expression. Donc on ne nous sollicitait pas, il y avait les syndicats d'eau potable, alors c'est un peu particulier pour l'agglomération, les syndicats d'assainissement, les syndicats de rivière n'étaient pas autour de la table pour discuter de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les choses commencent à changer et on se dit oui, pour aménager, pour accueillir, il va falloir se préoccuper de l'enjeu de l'eau, donc eau potable, mais également eau économique. Et puis nous, on ne conçoit pas, bien sûr, l'eau, elle est plurielle, mais tous ces usages de l'eau, se font dans le respect des milieux aquatiques, comme je disais au départ, puisque ça fait partie de notre mission d'intérêt général. Voilà. Et puis, peut-être j'ai encore un peu de temps, peut-être réagir. Alors, le travail que conduit Christine Etchegoyen, et je voudrais la saluer parce que, voilà, elle peut être dure en affaires, hein, Christine Etchegoyen, je préfère vous le dire, mais par contre, elle a été vraiment une VRP de la continuité écologique essentielle sur nos territoires, hein. Pour le territoire basque, mais également pour tout le bassin Adour-Garonne. Elle a su expliquer, et donc rien de mieux que finalement l'exemplarité, et puis qu'un hydroélectricien parle à un hydroélectricien pour faire comprendre l'intérêt de la démarche. Donc cette démarche de continuité écologique qui était essentielle sur nos bassins pour les questions et pour les raisons qu'a évoquées Tanguy tout à l'heure. Les exemples d'agriculture donnent vraiment un coup de boost, j'allais dire, hein. Moi, je suis agréablement surprise, et puis de voir qu'il y a des initiatives un peu partout, donc il faut qu'on joue collectif, donc il va falloir également que ces initiatives, on les porte à connaissance pour que d'autres s'en inspirent, et que derrière il y a des solutions. Je ne sais plus avec qui, si tout à l'heure on se disait est-ce qu'on va manquer d'eau, est-ce qu'on va droit dans le mur. Non, je pense qu'il y a encore, du devenir à l'eau à partir du moment où on considère cette ressource différemment. Vos exemples sont vraiment très très intéressants, et aujourd'hui ils nous amènent alors à la fois sur l'agriculteur qui veille à ne pas détériorer les berges du cours d'eau, donc à dégrader la qualité de ce cours d'eau, et puis également à apporter une ressource en eau potable, une ressource en eau à son troupeau qui ne sera pas de l'eau potable. Maïtena le disait tout à l'heure, les tensions sur la ressource, surtout sur ces territoires de montagne, elles se font certes au niveau de l'habitat, mais la consommation en eau potable d'un élevage peut également être en compétition avec
avec l'eau domestique ou l'eau sanitaire de nos habitations. Donc ces solutions-là, si elles sont bien réfléchies dans le respect bien sûr sanitaire pour l'élevage, donc sont un plus sur les territoires. Donc sachons démultiplier ces exemples-là et c'est très intéressant. Et j'en terminerai avec le dernier reportage. Vous m'avez donné beaucoup de matière. Donc voilà, avec les films, donc je vais pas aller au-delà des films, mais peut-être la réutilisation des eaux usées. C'est aujourd'hui un nouveau chantier qui s'ouvre. On le dit tous, hein, on voit bien qu'en France, on est un peu en retard. Je crois que nos voisins espagnols réutilisent 10 à 15% des eaux. Alors on dit plus. Avant, on parlait que des eaux usées des stations d'épuration. Aujourd'hui, on prend des eaux non conventionnelles. Donc ça veut dire qu'on met là-dedans les eaux usées traitées, mais on met les eaux de pluie. Et puis on peut récupérer les eaux de process. Parce que dans l'industrie, eh ben, il y a des fois des gros volumes d'eau qui sont stockés, plus ou moins bien utilisés. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir une économie circulaire sur l'eau. Et donc la maraîchère nous a bien montré comment aujourd'hui remplacer l'absence. Alors elle était plutôt peut-être elle puisait sur l'eau potable ou sur une ressource et elle va aller valoriser l'eau de pluie. Donc des projets très intéressants qu'on accompagne aujourd'hui au niveau de l'agence de l'eau avec des appels à projets. Des fois pour le moment c'est encore un peu complexe et on a encore des efforts à faire en termes de souplesse administrative. Je ne savais pas bien comment le dire. J'avoue, je ne sais pas, je suis enregistrée. Mais bon, c'est encore un peu contraignant. On attend beaucoup de décrets pour être un peu plus souple en France pour accepter ce type de réutilisation des eaux usées. Mais on a un vrai potentiel. Et puis peut-être ma dernière intervention, c'est à Monsieur le maire. Je ne le vois plus là. Ah oui, mais il est un peu... Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, il y a encore une action dans votre label, là, c'est de jouer la désimperméabilisation sur votre territoire, parce que là aussi, il y a un vrai potentiel. Donc stocker l'eau dans les sols, c'est certainement la chose la plus facile à faire, mais par contre on n'y pense pas bien et on le pense mal. Donc aujourd'hui désimperméabiliser pour redonner de la place, donc stocker de l'eau, recharger des nappes, rafraîchir la ville, c'est vraiment une solution à mettre en œuvre sur tous les territoires et qu'on essaie d'accompagner au mieux. Voilà. Moins d'enrobé, moins de béton. Moins d'enrobé, moins de béton, limiter les zones de roulement. Et derrière, il y a bien sûr, en termes de sensibilisation, il y a ce regard du citoyen qu'il va falloir changer. Parce que c'est vrai que le citoyen, il a l'habitude d'ouvrir le robinet et de consommer 140 à 145 litres d'eau par jour. Énorme. Donc là, sobriété, mais bon, il va falloir faire différemment. Et de même sur les espaces aménagés, eh ben, il faut s'habituer à avoir des espaces qui laissent infiltrer l'eau, qui permettent de rafraîchir et qui font de cette eau de pluie, voire de la réutilisation des eaux usées, une véritable ressource. D'ailleurs, les citoyens, on va revenir vers eux, parce que dans le micro-trottoir du départ, il y avait une deuxième partie de questions où on leur disait « Et vous ? Et vous, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez changé vos petites habitudes? Est-ce que vous avez pris conscience qu'il faut qu'on fasse mieux en matière de préservation de la ressource en eau? Et regardez, tendez l'oreille. Ma maman, elle me dit prends pas trop de temps à la douche parce que en ce moment, il n'y a pas trop d'eau et tout ça. Et du coup, avec mon frère, on évite un peu les bains. Voilà. Dušan adibidez eta limitare bat ezai behitutugu. Hoi gaiza simplia da, bena hurgutigo despendiatzen da. Bena erranio nik indahabo egin dut eta batzian ez hur arrabinetako hurren baliatzeko eta ebiko hurra biltzen dit batzin egarteko. On ne comptabilise pas notre consommation d'eau. Par contre, on essaye de regarder un petit peu des trucs et astuces à droite à gauche. Par exemple, pour arroser les plantes, on met l'arrosoir dans la douche en attendant que l'eau chauffe pour remplir l'arrosoir avec l'eau froide parce qu'on ne se douche pas avec l'eau froide. Et on en profite pour arroser ensuite les plantes. On est revenu à des basiques aussi où plutôt que quand on se lave les dents, plutôt que de se rincer à l'eau, on prend un gobelet pour ne pas gaspiller. Voilà, tout un tas de petites choses comme ça qui, à notre échelle, permettent
permettent, selon nous, de faire notre petite part du travail. C'est récupérer l'eau de pluie pour le jardin. Et après, c'est les petits gestes du quotidien. Voilà, un verre d'eau plus un verre d'eau égale une bassine. Donc, des douches courtes, faire attention à l'eau des toilettes, l'eau de cuisine, toujours la récupérer. Etxaltin ez dizugu gaizahanis kamiatuik onokun, bena dizugu deja lujerna mini bat enik, horrek hur gutiago galtatzen dizu, ordin isiatu dizugu eta heltzen gututzu haikin aitzea, eta holako gaizerbus ungiatu beharko dizugu bai. Au niveau de mon bâtiment, on a fait un système de récupération d'eau pluviale qui vient alimenter nos toilettes. Voilà. C'était déjà pas mal, quoi. Moi, ça me paraît incroyable qu'on utilise de l'eau potable pour évacuer dans les toilettes. Je trouve ça incroyable, quoi. J'ai déréglé un petit peu ma chasse d'eau. J'ai mis un caillou au fond pour pouvoir, comme ça fait 14 litres chaque fois qu'on tire la chasse. Bon, à l'heure actuelle, mais c'est des économies de bout de chandelle. Et nous, on a mis une petite piscine. On ne renouvelle pas trop l'eau ni quoi que ce soit, mais voilà, quand même, pour éviter même d'aller à la plage tout le temps, parce que c'est compliqué avec les bouchons, tout ça, de se garer. Mais d'essayer au maximum de prendre des douches rapides plutôt que des bains. Mais ouais, on essaye de limiter au fur et à mesure notre impact par rapport à l'eau, l'écologie, tout ça. Au niveau de la consommation d'eau, on n'est pas non plus tout le temps à tirer d'eau, on ne fait pas de bain alors qu'on a une baignoire. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas parce que d'une, on n'a pas l'habitude et même nos parents et tout petits, oui, ils nous donnaient de bain, mais c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes même. L'eau qu'on utilise pour laver des légumes, ensuite on s'en sert pour arroser les plantes d'appartement, par exemple, si on a des plantes d'appartement. Enfin, c'est la logique, quoi. C'est simple à comprendre. Hein. On économise l'eau. Pentsatzen dut ohar dela bakotsak zerbait egin behar lukila. Adibidez otoa gutiago sahatu edo piscina ez bete. Bena hoi bakotsa iduz ikustia, nik ez dit piscinaik eta hurra ez dit antaik ez, ordin horrekin pu ez dit hurra sahutzen eta otoa ez dit sahatzen habon, nementoko pu. Quand on consomme 1 litre d'eau du robinet, elle coûte 200 fois moins cher que l'eau en bouteille. C'est un chiffre à mettre en parallèle. En revanche, ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut en faire n'importe quoi. Mais souligner qu'il y a des possibilités de retraitement des eaux, qu'elles peuvent avoir des effets intéressants aussi à côté énergétique, etc. Et qu'il faut tenter toutes les solutions, accroître le niveau d'efficacité des stations d'épuration et puis être vigilant, quoi. Éduquer. Les enfants et les adultes. Badakigu badela ono gehiago egiteko uraren errekuperatzeko, komuna idorrak ere zendako ez, baina horiek guztiak behar dira plantan eman eta inenda emeki. Bon, globalement, quand même, on sent qu'il y a de la prise de conscience et des petits bouts de chandelle peut-être, comme le disait le monsieur, pour économiser l'eau, mais il y a des choses qui se font. Est-ce que vous voulez réagir et on donnera ensuite la parole au public, oui. Non, je crois qu'on a un bon panel des solutions qui sont facilement accessibles à tout le monde et une bonne prise de conscience quand même. Mais que tout le monde ne le fait pas. Mais bon, après on peut penser que vous avez eu c'était aléatoire, donc on peut penser que beaucoup de monde commence à mettre en place ces pratiques au niveau de leur quotidien. Mais bon, voilà. Au micro. Ah oui, il n'y avait pas le gars qui n'avait pas de problème que j'avais cité, ou lui, il n'avait pas de problème, donc je pense qu'il a rien fait. Ok. D'autres réactions ici? Non, moi je trouve qu'il y a un panel de solutions qui sont très, très intéressantes et on voit quand même que pas mal de gens ont réfléchi. Moi je me bataille souvent avec le voisin parce qu'il lave souvent sa voiture, donc je lui dis arrête de laver ta voiture. Ça c'est un truc qui m'agace. Mais vous avez vu, il y en a qui ne la lavent pas du tout et qui vivent très bien aussi sans la laver. J'en fais partie. J'en fais partie aussi, hein. Je dis souvent. Mais Maïtena, une petite réaction? Oui, ma réaction, c'est... moi, il me semble quand même qu'avec la sécheresse de 2022, on aura eu beaucoup... Finalement, ça aura été un mal pour un bien. Il me semble qu'on a connu une vraie difficulté. La nature nous a mis face à ses limites.
Et je crois que collectivement, on l'a quand même compris. Et il me semble qu'il y a eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là, à partir de ce moment-là. Quand les gens ont compris, ce monsieur dit moi, tant que j'ai de l'eau au robinet, je ne me sens pas vraiment concerné. C'était sans doute le mot, ce qu'il fallait atteindre. C'est ce moment où on a compris qu'on pourrait, à un moment donné, peut-être ne plus avoir d'eau au robinet. Et c'est vrai que quand on l'a vu sur des communes comme Ossès ou comme Arossa, et qu'on a vu qu'on devait revenir dans des logiques qui étaient celles d'approvisionner mécaniquement, avec des apports et des citernages, les gens se sont dit « Ah oui, ça peut arriver en France, ça peut arriver en 2023 ». On est dans un pays technologique, on a avancé, on est moderne, on vit quand même dans un certain luxe et on s'est rendu compte qu'on pouvait très facilement décroître en fait et que ça pouvait nous arriver plus vite que on aurait imaginé. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on constate aussi quand je parlais tout à l'heure des exploitations agricoles. C'est vrai que j'ai vu des agriculteurs s'exprimer, nous expliquer que pour alimenter des troupeaux de brebis de 300 brebis, ils étaient obligés de gérer sur des périodes de 3 semaines de l'amener d'eau à leur exploitation avec des tonalisiers. C'est vrai que quand on les écoute, quand on se déplace auprès d'eux, moi personnellement, je ne l'aurais pas imaginé en 2023. J'aurais pas pensé que ça pouvait exister en France. Je l'ai découvert ici, dans ces secteurs, avec ces petites sources. J'ai compris qu'on était quand même sur un sujet qui est extrêmement vulnérable. Alors peut-être que Garoua et son projet d'investissement tapera à la porte de l'agence de l'eau pour quelques financements, c'est ce que j'ai compris. Peut-être des collectifs d'agriculteurs et tout ça. Mais Maïtena, je me retourne vers vous parce que beaucoup ont exprimé l'intention ou le fait de récupérer les eaux de pluie des toits de leur maison ou des toits du hangar. On en a vu un. Et la communauté d'agglomération a récemment décidé d'aider les citoyens dans l'achat de cuves. Peut-être qu'on peut le rappeler. On peut le rappeler, effectivement, que la communauté d'agglomération Pays Basque a délibéré le 1er juillet 2023 pour pouvoir aider les particuliers dans l'achat des particuliers ou autres, dans l'achat, les abonnés de manière générale, dans l'achat des récupérateurs d'eau pluviale. Donc il y a un appui, une aide financière qui est apportée, qui est à hauteur de 50 € sur présentation de facture pour les récupérateurs qui font moins de 1000 litres et pour les récupérateurs qui sont supérieurs. Il y a une aide qui peut aller jusqu'à 1500 €. Voilà. Voilà, avec des informations qui sont sur le site. Et une précision, pardon, Panchika, 50%, on prend la moitié de la facture en charge et avec un plafond à 1500. Je précise parce qu'il vaut mieux être précis dans les détails. Voilà, parce que sinon, demain, oulala, ils diront « Ah, mais vous l'aviez dit !» On peut vous faire passer le micro, peut-être des remarques, des questions, parce qu'il y a des précisions à apporter. N'hésitez pas, vous avez ici 4 experts en la matière et profitez-en, ça vaut le coup. On a un petit quart d'heure pour répondre à des questions. Je crois qu'il est allumé le micro. Voyons. Oui, à Chaldeone Denelli, Michel Bidegain, à la direction agriculture et alimentation à l'Aglo. Et je voulais juste compléter et poursuivre la petite histoire qui a été racontée là, qui était superbe par les 2 paysans et qui a été prolongée par Véronique, je t'en remercie. Nous, c'était pour compléter aussi qu'à l'Aglo, exactement sur ces enjeux-là, à la fois la qualité, à la fois la quantité d'eau, on accompagne, on a mis en place dans le cadre du plan sécheresse le dispositif ERECAGRI, mais qui vise à accompagner exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire les enjeux de qualité, c'est-à-dire le compostage, la préservation, la mise en défense des cours d'eau, voilà, pour éviter qu'ils se salissent, et deuxièmement, tout ce qui est quantité, alors récupération d'eau, et là où il y a au niveau des maraîchers notamment, et ensuite au niveau des élevages, la sécurisation des sources, voilà, parce qu'on a vu que cet été c'était compliqué, Maïtena l'a dit, et je voulais juste compléter ça, et dire à Véronique aussi qu'on continue à travailler ensemble, ce qu'on fait, et qu'on ne compte pas s'arrêter en bon chemin, qu'on compte travailler avec toutes les démarches collectives qu'on a ici, les nombreuses filières pour continuer à alimenter la réflexion de manière collective. C'était simplement un petit complément. Merci. Parfait. Donc là, il n'y avait pas de questions. Oh. Ah. Il ne faut pas couper le micro.
C'est bon, voilà. Et juste dire, puisque tu posais la question, Panchika, de Garot, justement, on vote les élus devraient normalement accompagner la ski Garot au prochain conseil permanent pour faire tout ce qu'a évoqué Arghichou dans tous les aménagements hydrauliques de la ski Garot, dont nous faisons partie aussi CAPB. Voilà, tout simplement. Voilà, parce que j'ai compris que c'était quand même un investissement assez important. Ça y est, c'était ça. Quelqu'un demande... Oula, il y a des mains qui se lèvent. Alors, oui, Christine. Oui, merci de me redonner la parole. J'ai entendu deux mots qui ont retenu mon attention, conservation et adaptation. Donc ça, c'est un peu pour alimenter le débat, parce qu'effectivement, on a une volonté de conserver, par exemple, certaines espèces dans certaines conditions, et on s'aperçoit, notamment nous, pour les usages, qu'on est obligé de nous adapter, parce que changement climatique, réchauffement de l'eau, variations hydrologiques sévères, crues, sécheresses, etc. Donc, il y a un peu une opposition dans faire certaines directives ou actions ou politiques où on demande à conserver certaines choses alors qu'il y a une pression qui fait changer les choses. Et je pense évidemment à l'environnement où on voit des espèces opportunistes qui arrivent, les silures, les mulets porcs, qui prennent la place des espèces emblématiques qu'on espérait pouvoir conserver. On a des loutres aussi, on peut s'en réjouir, qui arrivent, mais qui aussi peuvent avoir un impact. On a des espèces invasives végétales. Et donc, quelle attitude tenir? Est-ce qu'on essaie de conserver? Est-ce qu'on essaie de s'adapter? Est-ce qu'on essaie de favoriser certaines espèces plus que d'autres? Voilà, c'est pour alimenter le débat. Je n'ai pas la Bien, merci Christine. Peut-être pour Tanguy, cette question? Oui, effectivement, c'est une vraie question, parce qu'en fait, quand on parle ça a été évoqué, effectivement, l'adaptation, c'est Véronique qui l'a dit, on n'est pas là pour essayer de lutter contre le changement climatique, on va devoir faire avec et s'adapter, et tout le monde, incluant les décements, les insectes et tout ça, va devoir faire avec. On a tous, individuellement, dans les populations, une capacité d'adaptation qui est différente. Il y a des espèces qui seront très résilientes. Par exemple, les espèces qui vont être en mesure de se déployer sur des territoires assez vastes, ce que vous venez d'évoquer comme espèces opportunistes, par exemple, qui vont se retrouver, qui ont une niche écologique assez vaste et puis qui peuvent manger pas mal de choses, elles, finalement, vont tirer leur épingle du jeu. Et puis d'autres espèces qui sont beaucoup plus spécifiques, toutes les espèces que j'ai évoquées parce qu'elles illustrent bien tous ces problèmes-là, par exemple, les poissons de gratteur, le décement, la mulette perlière, elles, on sait qu'elles ont des capacités d'adaptation qui sont très, très, très limitées. Et comme je l'ai dit, les pistes d'action, elles sont forcément collectives, elles sont forcément multifactorielles. Et c'est là la complexité, c'est qu'il faut impliquer tout le monde dedans. Citoyens et élus, les élus c'est avant tout des citoyens, les techniciens, les sachants, la population, qui à mon sens, à mon regret, est assez peu impliquée sur ces questions de protection, parce que ça fait sens quand c'est un patrimoine partagé. Et nous, on a l'impression que la nature, elle manque un petit peu de reconnaissance à ce titre-là en tant que patrimoine partagé. On s'en désole parce que c'est notre patrimoine à tous. Il ne s'agirait pas de venir à opposer, par exemple, la protection du décement avec la production d'énergie renouvelable. Ce serait un non-sens absolu et ce serait un écueil, on se prendrait le mur en pleine face. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout étant, les causes de déclin des espèces que j'ai évoquées sont à peu près toutes multifactorielles. Et du coup, il faut traiter chacun de ces éléments et bien considérer que chacune, c'est une petite pierre en plus qui pose problème et que c'est tous les impacts que nous, on a en tant qu'être humain à travers nos activités, même si, en définitive, c'est pour bien faire, parce que les énergies renouvelables, c'est pour limiter l'impact qu'on a sur le climat, il peut y avoir des effets délétères sur la faune et la flore, que vous avez évoqué, que j'ai évoqué aussi tout à l'heure. Et en fait, il faut se rendre compte que tout ce que nous, on met comme contrainte à la faune et à la flore, ce sont des freins à leur propre adaptation. Eux-mêmes, ils ont une capacité d'adaptation, comme nous, plus ou moins importante en fonction des espèces et même des individus, et tout ce qu'on va leur mettre comme petits cailloux dans la chaussure, ça va être des freins à cette adaptation. Et la difficulté, c'est qu'en fait, vu l'emballement, la vitesse à laquelle ça se passe, on a des difficultés à documenter quels sont les impacts réels de chaque type
de pression, quels sont les impacts cumulés, quels sont les effets rebonds et tout ça. Et en fait, c'est d'une complexité extrême. Et la seule façon de réfléchir, enfin d'appréhender la complexité extrême, puisque la nature elle-même, on essaie de la décrire, de la connaître, mais on est loin de la comprendre en totalité. Et nous-mêmes, on en fait partie. On n'est pas extérieur à tout ça. Et donc, les solutions ne passent que par une approche collective, partage, éducation, sensibilisation, et puis que tout le monde soit nourri de la nécessité. Moi, je rêve d'un pays où il n'y ait pas besoin d'un expert qui vienne vous expliquer que le décement, c'est formidable. Il faudrait que tout le monde sache que le décement, oui, c'est formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voyons, attendez, il y a 1, 2, 3. On va prendre 2, 3 questions pour les grouper un petit peu et voir si on peut répondre de façon... Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Christine. Alors, peut-être t'asseoir, Xavier, parce qu'on a juste... Donc, je m'assois. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Christine. Et ici, on n'a pas parlé d'un élément qui est encore plus important, c'est la virologie et tout ce qui est bactéries. Il faut savoir une chose, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on vit. On l'a vu avec le Covid. On l'a vu dernièrement là avec le saumon, où on a eu des problèmes sanitaires relativement graves qui ont, en 1990, décimé toute les piscicultures dans le coin. Je me pose la question, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a des espèces ou quand le climat agit au niveau de la virologie? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut protéger les espèces comme le décement ici même, mais aussi, il faut aussi éviter que cette maladie nous remonte dans les vallées. Et ça, c'est des choses qui vont nous arriver dans très peu de temps avec le changement climatique. Voilà. Devant juste le micro, je vais prendre 2, 3 questions et on va essayer de répondre ici. Ça va faire peut-être un petit peu suite. Je voudrais savoir quel type d'eau on peut retraiter et comment on les retraite. Le traitement de l'eau. Premièrement, et deuxième question, où en est-on avec la désalinisation? De l'eau et désalinisation. Une question là-bas, peut-être? Attendez, le monsieur avait demandé, voilà. Moi, j'ai une question par rapport, on a parlé des fuites d'eau sur les tuyaux, on a parlé de la nécessité de perméabiliser les sols en ville, etc. Mais je trouve qu'il y a une question qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est la perte d'eau que l'on a dans le paysage agricole qui s'est construit au fur et à mesure des années, notamment avec la place de l'arbre qui a diminué. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait, je ne sais pas si ça a été étudié, je suis pas scientifique, cette perte des milieux en termes d'eau qui part, qui se stocke pas? Moi, je pense qu'on avait parlé il y a 30 ans déjà au Conseil de développement, qu'il faudrait peut-être lancer un grand chantier de reconquête des ripisylves, d'améliorer ces ripisylves qui en plus jouent des rôles de dépollution, etc. Ça avait été très bien étudié par les scientifiques il y a plus de 30 ans aussi. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même du retard là-dessus et surtout qu'on n'en parle plus. Voilà, donc je voulais en parler ce soir. Bon, ok, on a 3 questions. Je sais, il y en a d'autres. Hein. Je referai une série de questions, mais pour... Alors, qui répond à la question virologie? Moi, vu que je suis épidémiologiste, ça tombe bien depuis le Covid, comme tout le monde. Non, mais j'y connais rien, en fait, aux questions de virus. Par contre, on est tous devenus un petit peu plus sachants depuis le Covid. Et ce que vous venez d'évoquer, c'est tout à fait exact. Et ça fait partie, en fait, des pressions que j'ai pas citées, parce que j'en ai long comme le bras, en fait, des pressions qui s'exercent sur la faune, parce qu'on ne parle là que de la faune aquatique, mais si on parle de la faune terrestre, c'est pas loin d'être pareil. En fait, ça fait partie des pressions additives qui portent sur les populations. Il s'avère que, par exemple, nous, on travaille pas mal, et je connais un petit peu les chauves-souris qui ont été pas mal appliquées, de gré ou de force, dans les questions de coronavirus. Et en fait, c'est exactement les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre sur toutes les pandémies qui sont mondialisées, de fait, qui sont liées à notre mode de vie, à la mondialisation économique, à l'échange, enfin, à l'augmentation des échanges, et maintenant finalement la Terre, il n'y a plus de limite aux échanges sur la Terre, à travers à la fois des échanges commerciaux, les élevages industriels, les délocalisations de bestioles vivantes ou mortes d'un endroit à un autre, et forcément on subit les souches les plus létales qui vont se développer et qui vont avoir une stratégie efficace, parce que c'est aussi des êtres vivants, ils ont aussi des stratégies pour essayer de dominer la planète, les plus efficaces vont se retrouver rapidement à un jet de pierre, finalement, une souche qui va se développer en Chine ou en Papouasie, elle va être un jet de pierre, finalement, du Pays Basque, alors qu'il y a 100 ans, c'était pas du tout le cas, quoi. Elle serait restée relativement endémique et elle aurait été en équilibre dans son propre écosystème. On a tellement explosé, finalement, toutes les cloisons,
on se prend aussi en plus tous ces éléments-là. Voilà. Et ça, je pense que le Covid a bien ouvert les yeux à tout le monde là-dessus. Trop tard. Pour beaucoup de choses, trop tard. Joker. Ne soyons pas trop pessimistes quand même. La question du traitement de l'eau, et puis peut-être où en est-on dans les questions de dessaler l'eau? Alors sur la réutilisation de l'eau, alors déjà ça dépend de ce qu'on veut en faire de l'eau. Donc sur la réutilisation des eaux usées, il y a une réglementation qui est en cours d'évolution. Les décrets sont en cours viennent d'être publiés. Le principal souci lorsqu'on veut réutiliser des eaux usées, par exemple, c'est leur désinfection. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un risque pour limiter le risque sanitaire, on va rajouter une étape de traitement. C'est pas très compliqué à faire. Il faut quand même vérifier l'efficacité du traitement de désinfection et là on peut la réutiliser en irrigation. C'est essentiellement ce type d'application qui est visé. Sur la désalinisation, on sait faire techniquement, mais c'est très coûteux d'un point de vue énergétique. Donc actuellement, la désalinisation est vraiment limitée à des cas très très spécifiques, comme la production d'eau potable sur des îles, par exemple, ou certains pays qui n'ont pas le choix, qui font de la désalinisation, mais ça reste très très coûteux d'un point de vue énergétique. Donc c'est quelque chose qu'il faut envisager, peut-être après d'autres solutions. Certains pays... n'ont pas le choix. N'ont comme pas Israël, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est capable de produire de l'eau potable à partir des eaux usées. Alors ça, c'est quelque chose il y a quelques usines dans le monde qui font ça. Techniquement, on sait faire, hein, mais ici, on n'en est pas là encore. Peut-être... Juste un point de vigilance sur les eaux traitées. Donc, on ne peut pas non plus tout réutiliser. Il faut regarder un peu, parce qu'une autre station d'épuration, dans la plupart des cas, l'exutoire, c'est un cours d'eau. Et on a bien vu que nos cours d'eau, ils allaient avoir des débits qui allaient diminuer. Donc, tout ça est une question d'équilibre. Et donc, la réutilisation des eaux usées, elle passe par une étude un peu pointue de l'impact que ça aura sur l'environnement et puis du coût-bénéfice. Hein, parce que réutiliser des eaux usées, c'est des traitements complémentaires, de l'acheminement, du stockage, donc voilà. Mais il faut surtout pas s'interdire dès qu'on a du volume de se poser la question. C'est un peu comme ça qu'il faut le faire. Et puis après, le projet ira peut-être pas à son terme, mais on aura au moins évacué la question. Véronique, voilà. Tant que vous avez le micro, peut-être le rôle de la forêt, parce que je vous ai vu réagir. Oui, sur la forêt ou sur le stockage de l'eau dans les sols. Aussi. C'est indispensable aujourd'hui de se réapproprier ce stockage de l'eau dans les sols. Et d'ailleurs, le président du comité de bassin actuel, Alain Rousset, nous a mandaté pour conduire une étude à partir de maintenant sur le stockage de l'eau dans les prairies, sur les têtes de bassins versants. Parce qu'on s'est aperçu avec l'année 2022 que les territoires, les têtes de bassins versants avaient une humidité des sols qui n'avait jamais été aussi basse. Donc aujourd'hui, c'est comment on peut maintenir ce potentiel de prairies sur notre territoire des Pyrénées, pour faire un vrai stockage de l'eau. Donc c'est un travail qui va être conduit. Et aujourd'hui, au-delà du stockage de l'eau dans les sols, on accompagne l'évolution des pratiques agricoles. Alors on a parlé de quantité et de qualité. Et l'idée derrière, avec ce qu'on met derrière le vocable agroécologie, on pourrait passer beaucoup de temps à définir qu'est-ce que l'agroécologie, mais peut-être retenir sur ce sujet que c'est certainement enrichir nos sols en matière organique de façon à augmenter cette réserve utile des sols en eau, de façon à ce qu'ils puissent davantage tamponner ces effets de sécheresse et résister également à cette sécheresse. Voilà. Donc des travaux qui sont à conduire, hein, et puis surtout une évolution des pratiques agricoles qui est à mener, et c'est bien ce que fait l'agglomération dans le cadre de son projet Eric Agri, où en proximité des agriculteurs, elle essaie de faire évoluer cette nouvelle façon de produire sur nos territoires. Et peut-être au lieu d'arracher des arbres, en planter d'autres? Alors oui, bien sûr, il y a l'aspect ripisylve. Hein. Les syndicats de rivière aussi, aujourd'hui, sont très sensibilisés à ces aspects-là. Donc l'entretien de la ripisylve, voire la restauration de ripisylve est très importante, en particulier pour la faune aquatique, pour créer des zones d'ombrage. C'est aussi extrêmement important. Donc ça fait partie des programmes
comme des programmes également de mise en place de haies dans certains territoires. C'est aussi des actions possibles qui vont permettre de ralentir l'écoulement de l'eau. Je pense que en matière d'eau, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on doit gagner en efficience et que chaque goutte d'eau, elle doit être utile. Elle ne doit pas ruisseler, on ne sait pas où elle va. Donc, et si elle peut être utilisée plusieurs fois, tant mieux. Tanguy, juste avant de reprendre 2-3 questions pour finir la table ronde. Oui, c'était juste pour préciser en fait sur les capacités de stockage en fait à la fois en eau et en carbone, puisque c'est aussi des éléments qui sont en jeu sur la question. Donc Véronique a évoqué les prairies. Parmi les milieux qui stockent le plus à la fois l'eau et le carbone, il y a évidemment les zones humides, donc tourbières, marais, toutes ces choses-là, et les forêts. Les forêts notamment anciennes qui sont structurées avec un sol forestier depuis très très longtemps. Toute forêt en fait n'a pas le même type de fonctionnement et de capacité à stocker. Ça c'est très très important puisque parmi les éléments d'énergie renouvelable qui sont sur la table dans les différents territoires, il y a la question du bois énergie et moi j'y vois un certain risque à considérer tous les boisements de la même manière. Il faut avoir aussi en tête le rôle de ces boisements à la fois pour évidemment, le stockage carbone, ça, tout le monde arrive à peu près à le visualiser, mais aussi le stockage, la rétention d'eau et la restitution de l'eau par la suite. Je prends les dernières questions. Alors, il y en a qui ont levé la main. Allez-y. Alors, très rapidement, c'est plus un commentaire et des encouragements. Charles Pellane, je suis vice-président du conseil départemental et je dois excuser Jean-Jacques Lasserre qui n'a pu être présent ce soir. Alors, simplement vous dire combien ces temps de rencontres sont très très importants. Nous avons tous en tête effectivement les conclusions de l'étude Adour-Garonne qui évoque les difficultés auxquelles nous allons être confrontés si nous consommons de manière linéaire l'eau, que ce soit à travers des usages domestiques, agricoles, industriels, prenant en compte aussi le réchauffement climatique qui sûrement amènera du déplacement de population. Donc simplement, moi je voudrais adresser des messages d'encouragement parce que nous avons aussi, nous réalisons des travaux extrêmement importants dans tous les domaines. Je voudrais le souligner parce que aujourd'hui, quand on parle de continuité écologique, l'institution Adour, qui est une structure qui couvre 4 départements et rassemble également différents syndicats, vient d'investir, par exemple, grâce à l'aide aussi de l'agence de l'eau Adour-Garonne, plus de 7,5 millions d'euros pour réaménager 8 seuils. Vous voyez, ce sont des sommes colossales pour permettre aussi aux poissons, pour permettre cette continuité écologique. Mais moi, ce que je voudrais surtout évoquer, c'est le fait que ces temps de rencontres sont importants parce qu'il faut que chacun des citoyens, chacun de nos administrés ait le même niveau d'information. Sinon, nous allons aller devant des conflits. On parle de guerre de l'eau, mais je puis vous assurer qu'aujourd'hui, quand on évoque les problèmes agricoles, de souveraineté alimentaire, quand on évoque les problèmes industriels, de réindustrialisation, quand on évoque aussi la nécessité de la préservation de la ressource en eau, je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table. C'est ce que vous faites et c'est formidable. C'est ce que fait le département à travers la conférence départementale de l'eau. Il y a une multitude d'actions, ça a été évoqué, qui ont été menées. Mais moi, je voudrais quand même évoquer le fait que nous avons la chance aussi d'avoir des technologies qui évoluent, qui nous permettront demain d'appréhender de manière sereine tous ces sujets. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder confiance. À charge pour les collectivités. Et là, je salue le fait que la CAPB a pris la compétence en matière de gestion d'eau, parce que nous avons malheureusement, enfin moi je dis malheureusement, c'est un avis très personnel, nous avons encore des gestions un petit peu particulières dans l'autre partie du département, qui fait que du jour au lendemain, on pourra connaître les mêmes difficultés que vous avez connues en 2022. En tous les cas, moi je suis issu d'un petit territoire qui a connu ces difficultés en 2023, et je puis vous assurer que lorsque vous n'avez plus d'eau, lorsque les éleveurs n'ont plus d'eau, ça crée très vite des tensions, mais ça permet aussi une prise de conscience générale pour que tout le monde se mette en ordre en marche, notamment pour assurer l'interconnexion. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, et bravo pour cette belle... Alors, le micro là-bas qui a été demandé. Jean-Louis, peut-être le micro. Vous pouvez faire passer le... Voilà, et s'il y a une autre question, d'accord, et on en restera là. Eskola herria maigila eta
hemen giren eskualdunen errespetuz, lehenik eskuaraz mintzatuko niz, bioanistasunaz mintzoielaik, biztan da, againak hor dira gure erreketan, eta oartzen gira, azken hoi urte hauetan, badiela againen etxaiak sartu dienak, ez zienak bat ere hemengoak, horiek dira garzak eta potxoruak, eta mintzoniz bereziki baigorri eskualdeaz, baigorritiko iti eta behiti inguruetako erreketaz. Eta uste dut hori elitaikela ahantzi behar, nahi bali madira erreka horik ikusi againekin, ez dira presak, hor diren presak trabak, dira egiazko etxai, lehen again zuziren erreka hauek, eta orain gutiago horiek etorri baitira. Voilà. Donc, quand on parle de biodiversité, bien sûr, dans les cours d'eau, on pense les rivières, ici, en tout cas, sur la Aldudeco Erreka, et les ruisseaux étaient très poissonneux, beaucoup plus poissonneux que maintenant. Mais il faut savoir, il faut constater, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a eu depuis 20 ans à peu près une arrivée de prédateurs, les hérons et les cormorans, et qui ont colonisé donc ces cours d'eau. Et je pense qu'il serait plus qu'urgent, il y a des pêcheurs même qui en parlent, mais personne ne fait rien. Si on veut garder la biodiversité, donc on ne peut pas négliger la présence de ces prédateurs qui sont nouveaux. Voilà. Sans aller chercher des coupables ailleurs. Oui, sur la biodiversité, je veux continuer à parler, à évoquer la biodiversité. Le problème des stations d'épuration, elles ont été toutes, presque toutes, surtout dans notre région, installées au bord de l'eau. Déjà, ça pose question. Elles pourraient fonctionner normalement ailleurs. Ce faisant, on a constaté que, effectivement, les maladies les plus contagieuses, comme la poliomyélite, le choléra, des maladies comme ça, à effet immédiat, ont été éliminées, heureusement. Mais qu'en est-il des produits chimiques que l'eau transporte jusque dans nos robinets? Il y a là des milliers ou des centaines de milliers de molécules. On ne sait pas trop ce qu'elles font. Et je crois que quand on regarde la biodiversité de nos rivières, enfin moi c'est plutôt le Gave de l'Oron qui m'intéresse et tout son bassin, on est en train d'essayer de lancer une action à ce propos qui serait fondée sur l'observation de la faune benthique, c'est-à-dire la petite faune qui vit sur le sol des rivières, qui est la base de tout. Elle est à la fois le témoin de la qualité des eaux, elle est capable souvent de l'épurer. Je pense aux moules tout à l'heure, elle filtre des litres et des litres d'eau tous les jours, une seule moule. Donc je pense que le problème de la qualité de l'eau est extrêmement vaste et qu'elle peut peut-être donner des maladies ou des problèmes de santé à long terme qui ne se manifestent pas dans l'immédiat. Mais moi je m'interroge sur l'utilisation de ces produits chimiques. Voilà. Voilà, une diversité aussi de questions. Alors, Maïtena, qui n'avait pas pris la parole tout à l'heure, oui. Peut-être Maïtena Berouet. Oui, rapidement. Donc, vos remarques sont très pertinentes. Effectivement, on pense que ce sera sans doute les évolutions à faire techniquement dans les années à venir. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de ces stations d'épuration proches des cours d'eau. Alors, bien évidemment, on suit de près le traitement des rejets et on a des normes à respecter. On est contrôlé régulièrement par des laboratoires pour respecter un certain nombre de paramètres avant le rejet. Pour autant, on voit apparaître aussi progressivement des zones de rejet végétalisées. C'est des zones tampons qui permettraient de faire un petit peu d'infiltration avant le rejet au cours d'eau. Et ça paraît quand même peut-être être une piste pour l'avenir, ce sujet-là. Et ensuite, les molécules médicamenteuses dans l'eau potable. Alors ça, c'est un sujet aussi qui est pointé de près. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu dans la limite technique et on n'a pas encore d'obligation, en fait, dans nos analyses, puisque ces paramètres-là, on
on ne les contrôle pas encore parce qu'on est un petit peu limité dans la technique. Mais pour autant, on sait déjà qu'elles ont effectivement un impact, qu'au niveau des eaux usées, elles ne sont pas toujours détruites par les traitements, qu'elles se retrouvent dans les cours d'eau, qu'elles peuvent être des perturbateurs du milieu naturel, mais également des perturbateurs lorsqu'elles arrivent à rentrer dans la potabilisation. Thierry Pigon. Oui, pour compléter la réponse de Maïtena, la réglementation est en train d'évoluer au niveau des eaux usées. Il y a une nouvelle directive européenne qui devrait rentrer en vigueur dans quelques mois, vraisemblablement. Et on va suivre de manière plus fine les molécules en sortie de station d'épuration. C'est déjà fait actuellement, mais ça va être renforcé. Et il y aura, si le texte va jusqu'au bout, une obligation de traitement. C'est-à-dire que là, actuellement, on regarde ce qui sort, mais il n'y a pas une obligation de traitement pour l'instant. Donc il y a quand même un progrès là-dessus. Et après, pour rebondir sur votre exemple de faune benthique, pour information, on est en train là de mener une étude. Alors c'est pas dans le département, c'est un peu plus au nord, c'est dans les Landes, justement sur les effets écotoxicologiques des rejets de stations d'épuration. D'ailleurs qu'on devait démarrer cette semaine, mais qu'on n'a pas pu parce que l'eau était trop chaude. On devait mettre des crevettes qu'on appelle des gamarres. Et ces gamarres, en fait, elles ont la propriété d'être sensibles aux polluants chimiques et de mieux appréhender ce qu'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est lorsque vous avez un mélange de plusieurs substances qui sont toutes en dessous des seuils réglementaires, mais qui, tout ensemble, vont avoir un effet qu'on va pouvoir mesurer. Et donc, cette expérimentation, elle est en cours dans le département des Landes. Et bon, si elle donne des résultats intéressants, peut-être qu'il faudra la déployer ailleurs. Et en tout cas, on a dû reporter la pose des gamarres puisque les eaux étaient trop chaudes. Donc, affaire à suivre, oui. Dans un mois. Oui, et également un petit complément, ça se passe également dans les Landes. Donc le traitement des micropolluants, c'est sûr que c'est le chantier de demain. Il sera compliqué, on a de la technologie, mais il sera surtout onéreux. Donc, parce qu'on passe dans de la technologie extrêmement fine. Et aujourd'hui, dans l'attente de décrets et de réglementations plus précises, donc on a mis en place avec le conseil départemental des Landes là, ce que l'on appelle maintenant un démonstrateur pour pouvoir accompagner le traitement de ces micro-polluants et savoir s'ils devaient se développer à des grandes échelles, comment on devrait s'attaquer à ce sujet-là. Voilà. Donc c'est des choses qu'on a bien en tête, mais qui ne sont pas développées ou qui restent encore assez confidentielles. Question qui reste un peu en suspens, la question des prédateurs de rivière. Est-ce que c'est pour toi, Tanguy ? Oui, bah pourquoi pas. Sur les hérons et les cormorans en lien avec les poissons. En fait, on est typiquement sur un autre exemple de constat en fait qui est issu de facteurs encore une fois multiples. Ça fait référence aussi à la notion. Il y a eu une évolution une évolution réglementaire récente de terminologie, de sémantique, mais qui a tout son sens. Auparavant, on parlait d'espèces nuisibles. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, d'essentialiser une espèce en toi, t'es nuisible. Là maintenant, c'est devenu des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Bon, on avance. Mais la question est sur l'impartialité de l'évaluation des dégâts, puisque des pêcheurs vont dire ah bah tiens, telle espèce me pose problème, telle autre couche de la population ou tel individu au sein d'une couche de population, parce que tout le monde ne pense pas pareil dans une couche de population non plus, va pas avoir le même point de vue. Donc pour résoudre ce genre de problème-là, en général, il s'agit déjà d'objectiver quels sont les réels problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que réellement l'impact des espèces considérées comme problématiques est documenté ? Si oui, est-ce qu'il est documenté correctement ou est-ce qu'il faut plus d'éléments ? Et ensuite, est-ce qu'il y a des solutions à mettre en face ? Si oui, lesquelles ? Et c'est typiquement le type de constat sur lequel il faut s'appuyer sur de l'intelligence collective en mobilisant à la fois les sachants, les usagers et puis la population qui peut aussi servir de sentinelle puisque les sachants ils sont pas non plus toujours sur le terrain, les élus non plus. Voilà, donc c'est une illustration parmi d'autres de tous les sujets qui seraient utiles de prendre un petit peu autrement qu'ils ont toujours été un petit peu pris en France. Et je prends l'exemple de nuisibles à Ésote, donc parce que je trouve que c'est assez symptomatique d'une évolution. Alors,
peut-être culturel, disons le gros mot, mais en tout cas qui change de champ. Voilà, qui dit nous, humains, on considère que toi, tu es susceptible d'occasionner des dégâts pour nous. C'est autre chose que de dire toi, tu es nuisible. Voilà. On va donner la parole à Martine Bizotta pour conclure cette table ronde. Est-ce que vous voulez bien approcher un micro à Martine Bizotta? Et moi, j'en profite pour remercier les 4 intervenants, Thierry Pigot, Maïtena Berouette, Tanguy Melmoal et Véronique Mabrut. Alors Martine, compliqué de venir ici à la lumière, qu'on vous voit bien. Dans la lumière, alors. Voilà, venez à la lumière. D'abord, vous remercier beaucoup parce que c'était très intéressant et très complémentaire. Je crois que ça a intéressé tout le monde. C'était assez rythmé, assez vivant. C'était un bon moment. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher, en écoutant les choses qui traditionnellement m'agacent un peu, c'est-à-dire tous les retards qu'on a accumulés. Dans un pays dont la réglementation agit comme un corset et où on n'a pas encore quitté la fascination de la réflexion jacobine de notre mode institutionnel. Donc maintenant on me dit qu'on va donner le pouvoir au territoire et puis après on va arriver des nouveaux préfets ou sous-préfets qui vont contrôler les territoires et ça n'en finit pas et on est quand même, il faut le dire, il faut être un peu critique aussi. Si ça sort d'ici, je sais que c'est vous qui l'avez répété, mais dans une difficulté encore aujourd'hui par rapport à des amoncellements de réglementation dont une grande partie sont obsolètes. Quand à un moment donné, pour essayer de comprendre... moi, je suis infirmière à l'origine, donc je ne suis pas des sachants sur des thématiques comme celles qui sont évoquées. Quand j'ai fait un peu, avec un projet, le tour d'Europe pour voir ce qui se passait, j'ai halluciné, quoi. Hein. J'ai halluciné parce que, c'était au début des années 2010, qu'on aille en Belgique, qu'on aille au Danemark, qu'on aille au Luxembourg, qu'on aille en Allemagne, qu'on aille en Italie ou chez nos voisins, ça a bougé considérablement, mais considérablement. Nous, quand on est rentré avec des idées, pourquoi l'eau des toilettes et de l'eau potable? L'ARS, tout ça, nous a expliqué pour des raisons sanitaires, sécuritaires. On doit être quand même le seul pays au monde où on risque de boire l'eau des toilettes, parce qu'ailleurs, apparemment, c'était pas vraiment le problème. On a vu de l'eau de potabilité en Belgique. Sur le Séquet, qui est l'écoquartier de Bayonne, on n'a pas pu mettre un système pour chauffer l'eau sanitaire parce qu'on m'a dit, dans une maison individuelle, c'est possible, en collectif, il va y avoir des bactéries qui circulent partout. C'est pas il y a 100 ans, quoi. C'est pas il y a 100 ans. Et on est encore empêtré dans ce genre de choses. Alors je vais terminer, parce que je vais faire très court et long comme d'habitude, tu me connais, en disant une chose là. En vous écoutant, je pensais une chose, mais que seuls les assez âgés, vont comprendre. Il y a eu un moment, il y a eu un bonhomme qui est arrivé avec un verre d'eau en pleine campagne présidentielle. Et il a dit, l'eau va être rare, l'eau fera l'objet de conflits d'usage. Et ça a été un éclat de rire général, on n'a pas bougé depuis. Il y a des écologistes, des scientifiques qui ont essayé, on a dit, vous allez nous renvoyer à la bougie, vous allez nous renvoyer à la caverne. On dit encore, l'écologie est punitive, donc c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le manque d'écologie est punitif parce que les problèmes santé-environnement que nous avons auraient pu être évités si on avait déjà commencé par écouter René Dumont et ceux qui l'auront suivi. Et il faut maintenant faire très vite si on veut offrir encore une capacité d'habitabilité de cette planète à ceux qui nous suivront. Merci Martine. Merci beaucoup, Martine. Chaque goutte d'eau est importante, c'est l'affaire de tous. Milesker deneri, milesker baigoriko erriko etxeari, gela hau utzidik main inguru hunentzat.
Merci à tous et la semaine du climat 2023 continue. Donc, continuons tous à faire quelque chose pour la préservation de l'eau. Gawande Nelly.